Passons maintenant au deuxième type d'hormones, les hormones à base de protéines. La synthèse d'une hormone polypeptidique commence généralement par la formation d'une protéine initiale, un précurseur, qui est plus large et qui est appelé pré-prohormone. Ce précurseur, la pré-prohormone, va se déplacer du ribosome à travers la membrane du réticulum endoplasmique rugueux et elle va se transformer en précurseur de prohormone. Donc toute hormone de nature protéine, elle dérive par une synthèse polypeptidique au niveau des ribosomes, par la traduction des ARN messagers. Et la première forme de ces protéines s'appelle une pré-prohormone. C'est un précurseur, c'est une protéine initiale. La pré-prohormone va se transformer ensuite en prohormone et ces protéines aux polypeptides vont être stockées dans des vésicules intracellulaires. Grâce à cette figure, nous allons donc mieux comprendre comment se fait la synthèse et la sécrétion des hormones polypeptidiques. Comme vous pouvez le voir ici, il y a le schéma d'une cellule. Voici la membrane plasmique de cette cellule. Et dans cette cellule, nous allons voir comment se fait la synthèse et la sécrétion des hormones. Les hormones polypeptidiques, leur synthèse commence au niveau du réticulum endoplasmique rugueux, donc au niveau des ribosomes, où l'ARN messager va être traduit en une chaîne polypeptidique. Et la première forme de ces hormones, nous l'avons appelée pré-prohormone. Donc c'est le précurseur qui va se transformer en prohormone. Après la synthèse, l'hormone va être donc stockée dans des vésicules. Donc il y a l'étape de packaging. La prohormone se transforme en hormone, la forme définitive, et elle est stockée dans des vésicules sécrétrices que vous voyez ici. Dernière étape, c'est la sécrétion de l'hormone. Les hormones protéiques peuvent être sous-groupées en des glycoprotéines gonadotropes, des polypeptides somato-mammotropes, des cytokines et des petits peptides. Le premier sous-groupe d'hormones protéiques, ce sont les glycoprotéines gonadotropes. Et il en existe 3, la FSH, la LH et la CG. FSH, c'est l'hormone folliculostimulante, la LH, c'est l'hormone lutéinisante et la CG, c'est la gonadotrophine chorionique. Ces hormones sont appelées gonadotrophines ou glycoprotéines gonadotropes parce qu'elles stimulent les gonades, d'où leur nom, gonadotrophines. Je vous rappelle, les gonades, ce sont les organes où se fait la gamétogenèse. Donc, ce sont les ovaires chez la femme et les testicules chez l'homme. Ces 3 hormones sont étroitement liées à une 4e hormone. Cette 4e hormone est appelée thyréostimuline, la TSH. La FSH, l'ALH et la TSH sont produites dans l'hypophyse. Et la CG, elle est produite dans le placenta.
Donc voici sur cette figure les trois gonadotrophines, LH, FSH et CG. LH, FSH sont produites au niveau de l'hypophyse antérieure, alors que la CG, elle est produite au niveau du placenta. La quatrième hormone, qui est liée à ces trois gonadotropines, est la TSH, qui est une thyrotropine. Les glycoprotéines gonadotropes, ce sont des protéines globulaires hétérodimériques. Donc, on parle ici de la structure de ces hormones. Ce sont des protéines qui sont globulaires. Elles sont constituées de deux polypeptides glycosylés, chaîne alpha et chaîne bêta. La libération des hormones gonadotropes, LH et FSH, suite à une stimulation appropriée, se fait par exocytose. Vous savez que ces hormones-là, LH et FSH, une fois synthétisées dans les cellules, elles vont être stockées dans des vésicules sécrétrices, dans le cytoplasme des cellules. Et suite à une stimulation des cellules, ces hormones vont être libérées à l'extérieur par exocytose. Comment se fait l'exocytose? Elle se fait lorsque les vésicules vont fusionner avec la membrane cellulaire. Donc les protéines vésiculaires fusionnent avec les protéines de la membrane cellulaire, de la membrane cytoplasmique. Suite à cette fusion, les hormones LH ou FSH vont être libérées par exocytose. Ils vont être libérés dans la circulation sanguine. Et une fois dans la circulation sanguine, ces gonadotrophines, LH et FSH, vont être transportées dans le sang. Elles vont être transportées donc dans le plasma, associées aux protéines du plasma, les protéines plasmatiques. Elles vont être transportées jusqu'à ce qu'elles vont arriver à leurs cellules cibles. Et leurs cellules cibles se trouvent dans les gonades. Donc les gonadotrophines, elles vont arriver jusque dans les gonades. Et c'est pour ça que nous les avons appelées gonadotrophines, parce que leur rôle, c'est de stimuler les gonades. Donc une fois arrivées dans les gonades, ces hormones-là, LH et FSH, sont impliquées dans la régulation de la production des stéroïdes. Vous vous rappelez, les stéroïdes, ce sont aussi des hormones, mais à base de lipides, les hormones stéroïdiennes. Et donc, FSH et LH, qui elles sont des glycoprotéines gonadotropes, donc des hormones à base de protéines, elles sont impliquées dans la régulation de la production des stéroïdes. Mais également, FSH et LH sont impliqués dans la production des gamètes. Et ceci se fait dans les testicules et dans les ovaires, qui sont les gonades. Deuxième groupe d'hormones à base de protéines, les polypeptides somato-mammotrophes. Les membres de cette famille sont connus pour leur effet sur les glandes mammaires et sur la croissance des tissus. Donc, les polypeptides somato-mammotrophes, c'est une famille de protéines, d'hormones, qui ont un rôle sur les glandes mammaires et un rôle de croissance des tissus. Et dans cette famille, il existe trois membres principaux. La prolactine, l'hormone lactogène placentaire HPL et l'hormone de croissance GH, que on appelle également somatotropine. Donc ce sont les trois membres principaux
de polypeptides somato-mammotrophes. Ces polypeptides somato-mammotrophes consistent chacune en une chaîne polypeptide. Maintenant, concernant leur fonction, leur rôle, la prolactine et l'hormone lactogène placentaire, toutes les deux, sont impliquées dans la lactation, alors que l'hormone de croissance GH, Growth Hormone, comme son nom l'indique, elle va agir sur la croissance des tissus. Donc, cette hormone, son rôle, c'est la croissance et le maintien des tissus généraux du corps. Troisième catégorie d'hormones à base de protéines, les cytokines. Les cytokines sont également des polypeptides et elles ont une ou deux chaînes. Ces hormones-là, ces cytokines, ils ont tendance à agir principalement de manière autocrine ou paracrine. Donc vous vous rappelez, autocrine, ça veut dire elles peuvent agir sur la cellule même qui les a sécrétées. Paracrine, ça veut dire qu'elles vont agir sur les cellules adjacentes des cellules sécrétrices. Et ces cytokines agissent beaucoup moins souvent de manière endocrine. Donc, il y a très peu de cytokines qui vont passer dans la circulation sanguine. La majorité des cytokines vont agir ou bien d'une façon autocrine ou bien paracrine. Deux exemples de cytokines que vous devez retenir, les inhibines et les activines. Et nous allons voir ces deux types de cytokines dans les chapitres suivants de ce cours de reproduction. Quatrièmement, les petits peptides. Il y a 3 petits peptides qui jouent un rôle important dans la reproduction. Ce sont la gonadolibérine, la GnRH, l'ocytocine et la vasopressine. Chacun de ces peptides est tout d'abord fabriqué sous une forme d'un précurseur qui est plus grand. Et donc, la première étape dans la formation de ces petits peptides, c'est la formation d'un précurseur qui est plus grand et qui est un précurseur de polypeptides. Ensuite, pour obtenir les hormones actives sous forme de petits peptides, ce précurseur va être clivé, va être découpé juste avant d'être sécrété. Comme ça, c'est la forme d'hormone active qui va être sécrétée. Commençons par le premier exemple, la GnRH, la gonadolibérine. Cette hormone, elle est produite par l'hypothalamus et c'est une hormone qui va stimuler la libération des gonadotrophines hypophysaires. Elle va donc stimuler la libération de la LH et de la FSH au niveau de l'hypophyse. Cette GnRH, gonadolibérine, est un décapeptide. Donc, elle est formée de 10 acides aminés. Mais tout d'abord, cette hormone, lors de sa formation, elle dérive d'un précurseur qui est plus gros. Donc, il y a tout d'abord formation d'un précurseur qui est le pré-pro-GnRH. Ce précurseur, suite à son clivage, il va être clivé et il va donner donc la forme active de l'hormone qui est la GnRH. Les autres exemples, ocytocine et vasopressine, ce sont des nanopeptides et ils sont produits également par les neurones de l'hypothalamus. L'ocytocine, elle va être libérée dans le sang. Donc, c'est une hormone qui est une hormone circulante.
Elle va circuler dans le sang et elle va agir sur l'utérus et les glandes mammaires. Sur l'utérus, surtout pendant la grossesse à terme, et sur les glandes mammaires pour l'allaitement, donc pendant l'allaitement. Sur cette figure, vous pouvez donc voir comment se fait le stockage de l'ocytocine et de la vasopressine dans la neurohypophyse. La neurohypophyse, c'est l'hypophyse postérieure. Donc, si on agrandit ici la figure, on peut voir donc la région où se trouve l'hypothalamus. Et voici en bas de l'hypothalamus l'hypophyse. En blanc, nous avons l'hypophyse antérieure ou adénohypophyse et en bleu, il y a l'hypophyse postérieure ou la neurohypophyse. Ocytocine et vasopressine vont être donc fabriquées au niveau des cellules neurosécrétrices de l'hypothalamus. Et elles vont être libérées et stockées ici au niveau de la neurohypophyse, donc l'hypophyse postérieure. Lors de la libération de ces hormones, ils vont être libérés dans les vaisseaux sanguins, dans la circulation sanguine. Et l'ocytocine va passer donc par le sang jusqu'à arriver aux organes cibles, qui sont les glandes mammaires et l'utérus. Passons maintenant à la troisième catégorie d'hormones, après les lipides et les protéines, maintenant les monoamines. Plusieurs exemples de monoamines, parmi lesquels nous allons retrouver les catécholamines, comprenant la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. Et nous allons aussi retrouver la mélatonine et sérotonine. Les catécholamines ainsi que la mélatonine sont tous impliqués dans les mécanismes de contrôle neuro-endocrinien de la reproduction. Donc, ce sont tous des hormones qui sont impliquées dans le contrôle de la reproduction. Commençons par la dopamine. La dopamine est un modulateur important de la sécrétion de la prolactine. La prolactine que nous avons vue dans la catégorie de protéines, d'hormones à base de protéines. Donc, la dopamine, c'est un modulateur important. Donc, il va contrôler la sécrétion de la prolactine. Et cette dopamine, elle est synthétisée dans l'hypothalamus. Elle est synthétisée à partir de la tyrosine. La dopamine sert de précurseur pour la noradrénaline. Donc, le précurseur de la noradrénaline, c'est la dopamine. Et la noradrénaline, à son tour, est le précurseur de l'adrénaline. Pour la mélatonine, elle est synthétisée à partir de la sérotonine et la synthèse se fait dans la glande pinéale. Cette synthèse, elle est sous contrôle environnemental. Le rôle de la mélatonine, c'est de réguler l'activité de la reproduction chez les mammifères de reproduction saisonnière. Donc la mélatonine, elle régule le processus de reproduction chez les mammifères. Et chez les mammifères qui ont un processus de reproduction qui est saisonnier selon les saisons. Maintenant, la sérotonine, elle est impliquée dans les comportements comme par exemple le sommeil, le contrôle de la douleur, le comportement sexuel et la sécrétion des hormones. La dernière partie dans ce chapitre concerne l'activité hormonale. Chacune des hormones
va agir comme étant un ligand. Et donc, ces hormones vont exercer leur influence en se combinant avec un récepteur spécifique. Donc, toutes les hormones que nous avons citées dans ce chapitre, que ce soit des hormones à base de lipides, des hormones à base de protéines ou bien des monoamines, toutes ces hormones, chacune d'elles est considérée comme étant un ligand et pour exercer son activité, elle doit se combiner à un récepteur spécifique pour cette hormone. Pour chaque ligand, il y a un récepteur. L'interaction entre les deux, ligand-récepteur, va conduire à des changements secondaires dans le récepteur lui-même ou bien dans une molécule adjacente à celui-ci. Donc, une fois le ligand est combiné à son récepteur, cette interaction couple ligand-récepteur va induire des changements au niveau du récepteur. Donc, ça va induire une réaction au niveau de ce récepteur ou bien au niveau d'une autre molécule qui est située à côté du récepteur, adjacente au récepteur. Deux grands types d'hormones essentiels. On doit les diviser en deux grands types, en hormones liposolubles et hormones hydrosolubles. Donc, comme on dit liposolubles, son nom l'indique, ce sont des hormones qui sont solubles dans les lipides. Deuxième catégorie, hormones hydrosolubles. Ce sont alors des hormones qui sont solubles dans un milieu aqueux. Les hormones liposolubles, puisqu'elles sont solubles dans les lipides, et vous savez que la membrane des cellules, elle est lipidique. C'est une bicouche lipidique. Donc, les hormones liposolubles peuvent traverser la membrane cytoplasmique des cellules. Elles peuvent traverser la membrane lipidique, puisqu'elles sont solubles dans les lipides. Ces hormones-là, elles ont leurs récepteurs situés à l'intérieur des cellules cibles. Comme elles peuvent traverser la membrane cytoplasmique, elles peuvent donc entrer dans les cellules et leurs récepteurs sont situés à l'intérieur des cellules. Pour les hormones hydrosolubles, donc elles ne sont pas solubles dans les lipides, du coup elles ne peuvent pas traverser la membrane plasmique lipidique, alors leur récepteur doit faire partie de cette membrane plasmique des cellules cibles. Le récepteur, il doit être situé sur la membrane cytoplasmique des cellules cibles parce que ces hormones hydrosolubles ne peuvent pas traverser la membrane plasmique et donc ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de la cellule. Elles doivent se lier à des récepteurs qui se trouvent au niveau de cette membrane plasmique. Commençons donc par la première catégorie, les hormones lipophiles ou liposolubles. Ce sont donc des hormones qui sont solubles dans les lipides. C'est pour ça qu'on les appelle lipophiles ou liposolubles. Et ces hormones-là comprennent les hormones stéroïdiennes et les hormones thyroïdiennes. Ces types d'hormones vont diffuser dans le sang et à partir du sang, elles vont ensuite traverser le liquide interstitiel jusqu'à la membrane cytoplasmique de leurs cellules cibles. Au niveau des cellules cibles, elles sont capables de traverser la bicouche lipidique de la membrane cytoplasmique. Et donc, ces hormones-là vont se retrouver à l'intérieur des cellules cibles. Dans ces cellules cibles, ces hormones vont se lier à leurs récepteurs. Donc, le récepteur des hormones lipophiles, il se trouve dans le cytoplasme, le cytosol,
des cellules cibles ou bien dans le noyau de ces cellules cibles. Les hormones, quand elles vont se lier au récepteur, elles vont provoquer leur activation, l'activation de ce récepteur. Et le complexe récepteur-hormone, qui est activé maintenant, va modifier l'expression des gènes. Nous allons mieux comprendre sur la figure ici. Donc, sur ce schéma, nous pouvons voir comment se fait le mécanisme d'action d'une hormone stéroïde. Stéroïde, donc, c'est une hormone qui est lipophile. Ici, vous pouvez voir la membrane cytoplasmique de la cellule. Ce côté-là, c'est l'extérieur de la cellule. Et cette région-là, c'est à l'intérieur de la cellule. Et ici, c'est le noyau. Donc, l'hormone stéroïdienne, comme elle est liposoluble, donc elle va pouvoir traverser la membrane cytoplasmique et elle va se retrouver dans la cellule cible. Et ici, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Premier cas de figure, récepteur dans le cytosol, ou bien deuxième cas de figure, comme la figure le montre ici, un récepteur qui est dans le noyau. Donc, l'hormone stéroïdienne va entrer dans la cellule, elle va entrer dans le noyau de la cellule et elle va se lier à son récepteur. Le complexe hormone-récepteur devient actif et il va induire l'activation et l'expression de nouveaux gènes. Il va induire donc la transcription en ARN messager, qui à son tour, l'ARN messager, va sortir du noyau et va être traduit en nouvelles protéines. Les hormones hydrophiles ou hydrosolubles, ce sont les hormones de type amine, les peptides, les protéines et les eicosanoïdes. Ces hormones-là, comme elles sont hydrosolubles, donc elles ne peuvent pas diffuser à travers la bicouche lipidique. Donc, elles ne peuvent pas se lier à des récepteurs qui sont à l'intérieur des cellules cibles. Elles vont plutôt se lier à des récepteurs qui se trouvent sur la surface de la cellule cible. Ce sont donc des récepteurs transmembranaires. Les récepteurs donc des hormones hydrophiles sont des protéines transmembranaires et se trouvent dans la membrane plasmique. L'hormone va agir donc comme un premier messager. L'hormone va se lier à ce récepteur qui est membranaire, transmembranaire, et va agir comme étant un premier messager. Le complexe hormone-récepteur va activer une protéine membranaire appelée la protéine G. Cette protéine G, activée, va activer à son tour l'adénylate cyclase, qui est une enzyme et qui va convertir l'ATP en AMP cyclique, d'où le second messager. À l'aide de cette figure, nous allons mieux comprendre le mécanisme d'action d'une hormone hydrosoluble. Voici donc, dans cette partie, c'est l'extérieur de la cellule cible. Ici, c'est la membrane plasmique de la cellule cible. Et de ce côté-là, qui est un peu rosé, c'est la partie intracellulaire. C'est l'intérieur de la cellule cible, c'est le cytoplasme. Donc ici, vous pouvez bien voir que la membrane plasmique de la cellule cible est une bicouche lipidique. Maintenant, l'hormone qui vient au niveau de la cellule cible est une hormone
hydrosoluble. Donc, c'est une hormone qui ne peut pas traverser la bicouche lipidique. Donc, elle doit se lier à un récepteur qui est une protéine transmembranaire. Comme vous pouvez le voir ici, le récepteur, il est ancré dans la membrane plasmique de la cellule cible. C'est une protéine transmembranaire. L'hormone hydrosoluble ne pouvant pas traverser la membrane cytoplasmique de la cellule cible, elle va donc se lier à un récepteur transmembranaire. Une fois liée à son récepteur, le complexe hormone-récepteur va activer une autre protéine, une deuxième protéine qui est adjacente au récepteur, qui est la protéine G. Cette protéine G est une protéine stimulatrice. Elle va stimuler l'enzyme qui est l'adénylate cyclase. Une fois stimulée, cette enzyme, adénylate cyclase, elle va convertir l'ATP en AMP cyclique. Donc, maintenant, nous nous trouvons à l'intérieur de la cellule. Il y a eu activation dans la cellule d'un nouveau messager qui est l'AMP cyclique. C'est pour ça l'hormone qui se trouve à l'extérieur de la cellule est considérée comme étant un premier messager. Une fois cette hormone se lie au récepteur, à son récepteur, elle va induire l'activation et la stimulation d'un second messager qui est l'AMP cyclique. En effet, le premier messager, qui est l'hormone, provoque donc la production d'un second messager qui est l'AMP cyclique à l'intérieur de la cellule. L'AMP cyclique va activer une ou plusieurs protéines kinases. Qu'est-ce qu'une protéine kinase? Une protéine kinase est une enzyme qui phosphoryle d'autres protéines dans la cellule. Et cette phosphorylation, elle peut être à l'origine d'une activation ou bien d'une inactivation des protéines. Donc, la phosphorylation, elle va activer ou désactiver les protéines. Après une brève période d'activation, une enzyme qui est appelée phosphodiesterase va inactiver ce second messager. Elle va inactiver la AMP cyclique. La réponse de la cellule est désactivée à moins que de nouvelles molécules d'hormones continuent à se lier à leurs récepteurs extracellulaires dans la membrane plasmique. Donc, la phosphodiesterase va alors arrêter ce signal. Elle va inactiver le second messager. Sauf si il y a encore d'autres hormones à l'extérieur de la cellule qui vont se lier toujours à leurs récepteurs extracellulaires au niveau de la membrane plasmique et vont continuer à induire la production du second messager à l'intérieur de la cellule. Revenons à notre figure. L'AMP cyclique à l'intérieur de la cellule, dans le cytoplasme, va donc phosphoryler des protéines kinases, d'autres protéines kinases. Cette phosphorylation peut par exemple induire l'activation de cette protéine kinase comme on le peut voir ici dans cet exemple. Et donc, un premier messager qui est l'hormone, qui est à l'extérieur de la cellule, elle s'est reliée à son récepteur qui est membranaire, elle a induit la production d'un second messager à l'intérieur de la cellule et ce second messager peut phosphoryler des protéines kinases. Cette dernière figure schématise les mécanismes d'action de deux types d'hormones,
une hormone polypeptidique et une hormone stéroïdienne. Donc de ce côté-là, on a l'exemple d'une hormone polypeptide. Comme vous pouvez le voir, voici la cellule sécrétrice et ici c'est la cellule cible. La cellule sécrétrice, elle va sécréter l'hormone polypeptidique. Au niveau de la cellule cible, l'hormone polypeptidique va se lier à un récepteur transmembranaire qui est en bleu ici. Donc, cette hormone polypeptidique, elle ne peut pas traverser la membrane plasmique de la cellule cible. Elle ne peut donc pas pénétrer à l'intérieur de la cellule cible. Elle va rester à l'extérieur de la cellule et elle va se lier à son récepteur qui est transmembranaire. Une fois liée à son récepteur, elle va induire l'activation donc d'un second messager à l'intérieur de la cellule. Il va y avoir production d'un second messager dans la cellule cible. Et l'hormone, elle va être considérée comme étant un premier messager. L'autre exemple, c'est l'hormone stéroïdienne. L'hormone stéroïdienne est une hormone lipophile, liposoluble. Elle va être donc capable de traverser la membrane plasmique de la cellule cible et elle va pénétrer dans la cellule cible. Elle va trouver son récepteur qui est un récepteur intracellulaire. Il peut être situé dans le cytoplasme ou bien directement dans le noyau. Donc sur l'exemple ici, sur la figure, on peut voir que le récepteur se trouve dans le cytoplasme, qui est ici en violet. L'hormone stéroïdienne va donc se lier à son récepteur intracellulaire et une fois l'hormone liée à son récepteur, elle va activer la transcription des gènes.